Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, l'émission, vous le savez, qui vous permet de décrypter l'actualité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive, qu'elle soit politique ou même géopolitique. Et aujourd'hui, à la veille de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, tant attendue ou pas, depuis un certain temps, avec le réchauffement ou pas des relations entre le Maroc et la France, on a décidé dans cette émission de faire un point sur le leadership du Maroc au niveau africain versus la perte d'influence de la France au niveau de l'Afrique. Où en est-on aujourd'hui en 2024? Et ça a une certaine résonance à la veille de cette visite extrêmement importante. C'est de ça dont on parle aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour en parler avec moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdou Diop, qui est associé gérant de Forbiz Mazars au Maroc et président de la Commission Afrique à la CGN. Comment ça va? Très bien, Faisal. Toujours heureux de te retrouver sur un plateau et heureux de retrouver les téléspectateurs d'H24. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation. Et en tout cas, on ne peut pas trouver meilleure personne pour en parler que toi. En tout cas, voilà, je tenais à te le dire, c'est un compliment. C'est gentil. Oui, voilà, parce que c'est extrêmement important, surtout que tu as pu voir et l'évolution justement de ce sujet dont on va parler, qui est le leadership, le rayonnement du Maroc au niveau de l'Afrique. On ne reviendra jamais assez sur ce moment historique, hein, il y en a eu beaucoup, mais 2017, Sa Majesté qui revient dans l'Union africaine, et cette citation, qu'il est bon de rentrer à la maison. Ça fait 7 ans. Et si je voulais faire cette émission maintenant, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est sournois, je veux dire c'est quand même profiter de cette visite d'Emmanuel Macron, où on a tous vécu, on en a beaucoup parlé dans cette émission, de l'ère glaciaire entre le Maroc et la France. Là, Monsieur Macron arrive après ce nouveau gouvernement, et il y a quand même un goût de perte d'influence de la France en Afrique qui est décrié même au niveau des politiques observateurs français. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, mais du point de vue du Maroc. On est en 2024. Depuis le retour du Maroc dans l'Union africaine, en 7 ans, est-ce que cette aura du Maroc au niveau de l'Afrique s'est confirmée, on va dire, de manière extrêmement concrète? Oui, en tout cas, aujourd'hui, je pense que la date de l'Union africaine du 31 janvier 2017 est une date très symbolique. Hein. C'est une date symbolique de retour à l'Union africaine. Mais ça découle d'un processus continu qui a démarré il y a longtemps, mais qui s'est consolidé et structuré à partir de 99-2000, donc avec l'avènement au trône de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et l'apogée, en tout cas, de cette dynamique a été cette entrée à l'Union africaine, ce retour à l'Union africaine. Et bien sûr, après, on a continué à consolider cela. Oui, il s'est passé beaucoup de choses parce qu'entre-temps, le Maroc est quand même devenu premier investisseur sur le continent, ce qui est le premier investisseur africain, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et deuxième sur le continent, ce qui en soi est une excellente chose, puisque ça montre que le Maroc économique s'est fortement développé sur le continent. Après le Maroc social, culturel et cultuel, puisque c'est des relations séculaires qui étaient à ces niveaux-là, mais qui se sont transformées progressivement en économique. Et c'est là où, effectivement, s'est posé à un moment le parallèle avec la France, parce que c'est vrai que quand on regarde le cheminement de ce Maroc économique, il s'est construit au moment où la France déconstruisait un peu sa présence économique en Afrique. Donc c'est normal qu'on fasse ces parallèles. Et surtout qu'à un moment, et jusqu'à des dates encore plus récentes, ce développement qui nous a permis d'atteindre ces positions sur le continent s'est aussi fait en récupérant des entreprises françaises, en particulier des banques françaises. Hein, vous savez, que ce soit le groupe Attijari Wafa Bank ou le groupe Banque Centrale Populaire, en rachetant des filiales du Crédit Agricole pour l'un ou de BPCE pour l'autre, ont étendu leur réseau. Donc quand on fait ce parallèle... Et quand même à souligner, comme je reprends ça, parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte, mais un groupe comme Attijari Wafa Bank, aujourd'hui c'est 26
filiales. Et, oui, c'est 26 filiales sur le continent. En tout cas, dans le continent, c'est quand même assez incroyable, quoi. Tout à fait. Nos 3 banques sont présentes BOA, sur la 28, BCP, BOA et Tijari sont présentes sur en tout 28 pays africains, sans compter les autres pays hors du continent. Et dans certains pays, ils représentent quand même plus de 30% du marché bancaire du pays, ou quelquefois sous-régional. Donc c'est une forte présence, ainsi que les autres. Après, on a consolidé avec un certain nombre de choses. On a consolidé avec aussi une extension sur un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique australe, et depuis 4 ans avec des projets extrêmement structurants pour le continent. Donc on a parlé de ce gazoduc atlantique qui était à la base Nigeria, Maroc, mais qui aujourd'hui devient atlantique, qui est un projet quand même d'initiative marocaine, et le Maroc est en train de à travers notamment le fonds souverain ITMAR est en train vraiment de structurer ce projet, et à travers l'ONIM est en train de porter la partie technique. Donc c'est un projet qui regroupe beaucoup de pays. L'initiative atlantique, qui est aussi une initiative marocaine pour le continent. Le développement de toute la galaxie infrastructurelle du sud du Maroc à partir de Dakhla, pour le continent africain, après que Tanger Med ait apporté une nouvelle solution de logistique au continent. Tanger, Dakhla, Nador West Med, bon, voilà, bien sûr, pour l'intérieur, sans compter tous les projets très stratégiques que mène l'OCP sur le continent pour apporter de la sécurité alimentaire à travers les engrais, à travers un certain nombre de choses. Donc il y a, au-delà d'une dynamique qui était des services, de quelques entreprises, il y a une vraie profondeur dans l'approche, au niveau, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau d'apporter des projets. Et bien sûr, pour faire le parallèle avec la France, dans un contexte où, en même temps, la France subit, au-delà de ce retrait économique, entre guillemets, un rejet par la jeunesse de ce que représente la France dans ces pays, à savoir l'influence politique, l'influence culturelle, etc. Donc, le Maroc intervient dans un cadre où il n'y a pas de passif colonial, donc bien sûr dans un cadre moderne de coopération. La France, elle, est en train de subir, après le retrait économique... C'est le contre-coup. C'est le contre-coup de l'histoire qu'on est en train de voir, et dans lequel le Maroc, finalement, a joué et ça, c'est un joli coup de Sa Majesté, d'avoir, à ce moment-là, choisi le bon timing, justement, pour le faire. C'est là où je pose une question, c'est, quand on parle de leadership, il y a le point de vue économique, bien sûr, mais pas que. C'est-à-dire que là, tu as mis le point sur quelque chose qui est tout cet aspect ressentiment qui existe dans les pays africains vis-à-vis de la France, avec toutes les pratiques France-Afrique, hein, ça on va pas refaire l'histoire encore une fois sur les années Chirac, Mitterrand et même Giscard d'Estaing, mais est-ce que finalement quand on parle de leadership, c'est quoi? C'est la capacité aujourd'hui de mobiliser, de pouvoir, on va dire, faire front commun, de faire monter l'Afrique et que ça ne soit pas juste des vœux pieux en face d'une Europe qui impose ses lois économiques? Je pense que le leadership, il y a beaucoup d'éléments qui font ce leadership de Sa Majesté le Roi sur les différentes initiatives. Il y a un premier élément qui est crucial, qui est basé sur 2 fondamentaux. C'est la sincérité et la confiance. Donc, effectivement, ne l'oublions pas, avant de parler économie, Sa Majesté a quand même passé beaucoup de temps dans différents pays du continent. Ah oui. Beaucoup de temps. C'était pas des visites éclairs. C'était pas des visites éclairs. J'ai fait partie de beaucoup de visites où on restait 15 jours, 3 semaines. Donc, il a passé du temps. Il a passé du temps aussi avec les populations. Et bon, je vais dire, le plus grand symbole, c'était lorsque tout le monde avait peur de la période de convalescence du président Ouattara en Côte d'Ivoire, et où justement la France déployait son armée au cas où, et c'est le moment que Sa Majesté a choisi pour aller passer plus de 2 semaines à Abidjan, dans un moment où tout le monde pensait que c'était critique, alors que le président Ouattara était... Ça a rassuré tout le monde, ça? Ça a rassuré tout le monde. Comment ça a été ressenti sur place? Ça a été ressenti comme un... Parce que nous, on le voit d'ici. Vraiment
une vraie sincérité. Et c'est pas que ça. Quand il y avait Ebola et que la Royal Air Maroc ça, il faut le souligner. Assurer les vols. Donc il y a un certain nombre de sujets. Quand il y avait le Covid et que le Maroc a décidé de mettre à disposition ses productions de masques, même s'il n'y en avait pas suffisamment pour le Maroc, mais d'en distribuer aux autres pays. Ouais. Quand il y a eu la crise ukrainienne et qu'il y avait une problématique d'engrais et que le Maroc a décidé de mettre à disposition des pays africains. Donc il y a toute une dynamique qui montre une sincérité et qui crée une confiance. Donc ça, c'est le premier socle. Le deuxième socle, c'est de pouvoir apporter des solutions sur la table où chacun se retrouve. Lorsque la solution du gazoduc a été apportée sur la table, c'est vraiment donner une option à un certain nombre de pays. Lorsque on a parlé de cette alliance atlantique et aussi cette initiative pour les pays du Sahel, c'est de donner une option pour un certain nombre de pays. Donc, c'est important de pouvoir structurer les choses dans une dynamique vraiment où chacun y trouve son compte. Et c'est là où, justement, cette empreinte de leadership prend de la vraie consistance et de la vraie substance, parce que les gens voient de la sincérité, ont de la confiance, voient des actes concrets qui confirment cette confiance et se retrouvent aussi dans cette dynamique économique. Ils retrouvent leur compte. Donc tout ça, effectivement, fait que cette situation conforte les choix stratégiques de Sa Majesté le Roi de vraiment consolider cette ouverture africaine du Maroc. Avant que tu ne rebondisses, juste un point. Tu disais, oui, il n'y a pas un passif colonial, il y a un contre-coup d'une histoire. Il faut aussi que nous, en tant qu'acteurs économiques, nous soyons très prudents. Oui, de ne pas justement, de pas avoir de condescendance. Voilà, avoir de condescendance. Chaque fois, c'est vrai que ça, c'est important. De vraiment savoir éviter les erreurs que d'autres acteurs ont eu à faire sur le continent et vraiment d'agir d'égal à égal et de chercher à apporter de la valeur. Tout à fait. Donc ça, c'est important et on insiste toujours au sein de la CGM pour que nos membres vraiment aient cette humilité et travaillent toujours en partenariat avec des acteurs du pays. Juste pour finir sur le plan économique, ZLECAf, donc la zone de libre-échange sur le continent africain, c'est vrai que lorsqu'on regarde dans les chiffres, les échanges intra-africains, c'est pas énorme. Hein, ça, c'est le but de tout ça, c'est que ça augmente. C'est aussi pas de se couper, mais d'autonomiser l'Afrique pour justement être un peu plus imperméable à toutes les normes que l'Europe impose aussi à l'Afrique. Quel rôle joue le Maroc là-dedans aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une vraie possibilité d'utiliser, de mettre en œuvre le ZLECAf, donc cette zone de libre-échange? Et ma deuxième question, c'est vrai que c'est une question qui, moi, je pense, on n'en parle pas assez. On parlait de contre-coup de la colonisation et de l'héritage. On est encore en franc CFA dans beaucoup de pays. Et on se demande, juste sans être un grand économiste, et pas besoin d'avoir fait de grandes écoles de commerce, de dire mais comment une zone de libre-échange aujourd'hui peut encore fonctionner avec un franc où il y a encore C, on sait ce que ça veut dire, et qui est un relent du passé assez humiliant. Oui, je vais répondre sur ces deux points. Le premier point sur la ZLECAf. La ZLECAf, aujourd'hui, oui, les échanges intra-africains sont très faibles parce que, bon, pour échanger, il faut avoir des produits à échanger. Or, l'industrialisation reste faible. Donc la ZLECAf, il y a des pays qui vont être moteurs de cette ZLECAf, c'est les pays industrialisés du continent. Et le Maroc en fait partie. Et le Maroc, en particulier sur beaucoup d'acteurs, c'est que le Maroc a réussi à connecter son industrie aux chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, on a une responsabilité qui est de renforcer ces chaînes de valeur à travers de la complémentarité qu'on va chercher sur le continent. Et ça, on est en train de finir une étude et on va faire un forum le 3 décembre, quand je dis 11, c'est la CGM, pour justement, avec les différents patronats africains, poser sur la table des opportunités de complémentarité de chaînes de valeur. Et on a choisi 4 secteurs qui vont démontrer le rôle que le Maroc peut jouer dans la ZLECAf. Aujourd'hui, l'automobile. On est en train de passer vers la transition vers l'électrique. Dans la chaîne de la valeur de la batterie, tous les métaux stratégiques sont sur le continent. Sauf que 70% des batteries sont faites en Chine. En allant vers cette gigafactory de la batterie au Maroc, on va construire de la chaîne de valeur de la batterie électrique. Et on pourra
permettre à la RDC de transformer sur place son coltan, son lithium, pour apporter de la valeur ajoutée des composants qu'elle garde chez elle, voilà. et qui vient alimenter l'industrie automobile marocaine, qui elle est connectée aux chaînes de valeur mondiale. Et c'est pareil pour le textile, où aujourd'hui on a une industrie textile. Quand je parle de on, c'est le Maroc, certes, mais on a aussi l'Égypte qui a une bonne industrie textile, qui peuvent, à travers les grandes ressources en coton que constitue le Mali, que constitue le Burkina Faso, créer dans ces pays des chaînes de valeur de filature pour venir alimenter l'industrie textile africaine. Pareil quand on voit l'électricité sur le cuivre, quand on voit au-delà de la batterie sur l'automobile, sur la bauxite, pour l'alumine et la carrosserie, ou pour l'EVA qui permet de faire du caoutchouc et de la pneumatique. Donc on a vraiment, et on peut parler aussi de l'agroalimentaire, ces pays industrialisés vont permettre, en ayant cette connexion aux chaînes de valeur mondiale, aux autres pays du continent de pouvoir créer une industrie complémentaire et renforcer le Made in Africa. Donc dans le cadre de cette ZLECAf, on a un rôle important à jouer, il faut qu'on soit conscient, et c'est une responsabilité, c'est pour ça qu'on prend cette responsabilité, qu'on travaille avec les patronats africains pour y arriver. Le deuxième élément de ta question, c'est sur le franc CFA. Oui. Le franc CFA... Pourquoi on n'en parle pas? Moi, depuis longtemps... c'est pas un sujet? Déjà rien. Alors moi, en tant que média, pourquoi c'est pas un sujet? Ou ce n'est plus un sujet où pour moi, c'est tabou encore? Le franc CFA ne doit plus être un sujet. Parce que, pourquoi? Parce que j'enlève le côté émotionnel du nom. Ok. Mais qui est important quand même? Le côté émotionnel du nom était très important lorsque on avait la Banque de France où il fallait déposer les réserves. Lorsqu'on avait un compte des opérations. Aujourd'hui, il y a eu un shift et ces deux éléments ont disparu. Maintenant, il y a encore la garantie de la convertibilité. C'est aux économies africaines de l'Ouest d'être fortes et d'assurer leur garantie de convertibilité. Mais aujourd'hui, si on dépend de quelqu'un pour garantir la convertibilité, il faut bien que cette garantie de convertibilité ait une contrepartie. Donc il faut aller au-delà de la partie émotionnelle et voir le concret. Ce qui est concret, c'est que le franc CFA, qui est une monnaie commune pour ces pays de la zone CFA, ces 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et ces 6 pays de l'Afrique centrale, permet aujourd'hui un commerce transfrontalier qui est très important. Donc, la monnaie commune n'est pas en soi une tare. C'est la manière avec laquelle on gère cette monnaie qui est une tare. Deuxième élément qui est important, aujourd'hui nos banques sont quand même dans une dynamique où elles résistent dans ces zones CFA, contrairement à des pays voisins qui aujourd'hui sont complètement à la ramasse à cause de la dévaluation monétaire. Aujourd'hui, vous savez que les Nigériens sont en train d'acheter en masse du franc CFA pour pouvoir payer leurs exportations. Pareil, les Ghanéens, ainsi de suite. Donc le franc CFA en lui-même, au-delà du nom et de la partie émotionnelle, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, donc, en gros, il faut gérer... autonomiser le mécanisme de garantie. Voilà, autonomiser le de garantie de convertibilité. Et surtout, il y a un objectif qui est plus important, c'est d'avoir une monnaie unique de toute la zone CEDEAO, par exemple, qui élargirait au Nigeria et à d'autres pays. Il y a la fameuse monnaie unique de l'Union africaine, mais bon, on n'y est pas encore arrivé. Donc, il y a des moyens d'avancer. Par exemple, la parité avec l'euro, éviter que ce soit la parité avec une seule monnaie, avoir un panier de devises qui permet aux gens d'avoir plus de flexibilité sur la monnaie. Donc, il y a de la manière de faire. Mais le fait qu'il y ait une monnaie commune est quand même une bonne chose. Dernier point, parce que j'ai dit en début de l'émission, on en a parlé, on enregistre à la veille de la venue d'Emmanuel Macron, donc nécessairement, est-ce que d'un point de vue géopolitique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'influence ou le leadership du Maroc en Afrique est un objet de convoitise de pays européens, et notamment la France, qui va peut-être essayer de se rattraper à un nombre de maladresses qui ont été commises vis-à-vis de l'Afrique, ou au désengagement voulu ou pas en Afrique? Mon point de vue, et je pense que beaucoup d'acteurs, que ce soit de l'Élysée et du Quai d'Orsay, le connaissent bien, c'est que la France a pris le sujet
de la mauvaise des manières. C'est-à-dire que pendant longtemps, la France a vu le Maroc comme un concurrent sur le continent africain. Alors qu'il ne fallait pas voir ça de cette manière. Aujourd'hui, il fallait le voir comme un partenaire avec lequel la France pourrait se développer sur le continent africain. Et ça, je pense qu'il faut absolument que ce shift de mindset soit un des éléments clés de cette visite. Il faut que la France voit tout le travail que le Maroc a réussi à faire sur le continent et s'appuie dessus pour son développement en Afrique. Aujourd'hui, très clairement... Sans condescendance. Oui, sans condescendance. Je parle aujourd'hui... Parce que tu es bien placé pour le savoir. Les milieux d'affaires, les populations ont été ulcérées par la condescendance de la France et on l'a tous vécu. Là, on est en train de voir un réchauffement depuis le changement historique de la position de la France vis-à-vis du Sahara. Donc, il y a des périodes... Il y a des périodes comme ça arrive. Oui, mais ça laisse des traces quand même. Oui, ça laisse des traces. La France a été prise par l'enjeu gazier qui lui a fait prendre des décisions peut-être pas les plus pertinentes. Mais aujourd'hui, ce qui est important, et je pense que c'est un des messages clés de cette visite, c'est que la France doit, si elle veut vraiment renforcer son développement sur le continent, s'appuyer sur le Maroc pour se construire. Aujourd'hui, on l'a vu, les banques françaises sont en train de quitter le continent pour des questions réglementaires. Ben, comment les entreprises françaises vont faire? Comment les banques françaises vont accompagner leurs clients sur l'Afrique? La solution, c'est de s'appuyer sur les banques marocaines, de créer un partenariat avec les banques marocaines. Aujourd'hui, on est en train de construire, de développer l'écosystème automobile français sur le continent africain au Maroc. Ça ne sert à rien d'aller alimenter le marché africain de véhicules fabriqués ailleurs. L'exemple de Renault, de Peugeot, et là, on construit des véhicules au Maroc qui peuvent être un levier de développement sur le continent. Et pareil, demain, on va monter un écosystème de batteries électriques. Ça va être destiné aussi au continent. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles la France doit plutôt se dire le Maroc a réussi là où la France peut-être n'a pas pu déployer ses entreprises. Le Maroc a pu se positionner, a pu avoir cette en tout cas, situation stratégique sur le continent. Il faut que la France utilise le Maroc comme un allié économique. Et en tout cas, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire avec le MEDEF. Et je pense que le président de la République et ses équipes vont aussi aller dans ce sens parce que c'est essentiel pour l'avenir de la France sur le continent. Merci Abdou d'avoir été avec nous et puis on refera une émission bien sûr après la visite d'Emmanuel Macron pour en voir le bilan, parler avec les parties prenantes et voir si voilà, on aura eu cette attitude et ces volontés, de quelle manière elles se seront exprimées. Merci Abdou d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite dans Parole d'Experts sur H24. Laissez-nous vos commentaires comme d'habitude, les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous et abonnez-vous à la chaîne YouTube comme d'hab. Bye bye. Au revoir.